Oui, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Merci Mireille d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci d'être avec nous. Alors, Mireille, comment ça se passait de présentation? C'est quand même une des autrices les plus en vue à Québec, je dirais. Alors, je vais quand même vous la présenter. C'est une autrice de poésie au départ. Depuis 2010, elle a publié 5 recueils de poèmes de Les oies ne peuvent pas nous dire aux éditions de l'Hexagone jusqu'à Bois de fer à la Peuplade en 2022. Elle a publié 2 recueils de nouvelles ainsi que 2 romans. Le premier, Le lièvre d'Amérique, vous en avez sans doute entendu parler, paru à la Peuplade, a été lauréat d'Une ville, un livre en 2021, lauréat du prix de création littéraire du Salon du livre de Québec et de la Ville de Québec, finaliste du prix Les Inrecuptibles, catégorie premier roman, finaliste du prix Wepler. C'est ça qu'il fallait que je te demande. Wepler, Wepler? Je pense que c'est Wepler. Enfin, la postérité nous corrigera. Donc, première sélection du prix des libraires, mention du prix Sangor, donc un roman qui a eu un immense succès. Mais Mireille vient de publier un deuxième roman qui s'appelle Frappe à bord, par lequel j'aimerais qu'on commence aujourd'hui. Un récit choral historique qui est basé sur des expérimentations qui ont eu lieu à Gros-Île pendant la Deuxième Guerre mondiale. On se rappellera, Gros-Île, c'est cette île où des Irlandais ont été reçus en quarantaine, notamment, mais qui a servi de station de quarantaine pendant plus d'une centaine d'années. Ce qu'on sait un peu moins, c'est que de 1940 à 1946, il y a eu des expérimentations menées par le gouvernement sur l'anthrax et la peste bovine. Donc, c'est des expérimentations qui étaient en lien avec la Deuxième Guerre mondiale, avec les actions des Alliés, et ce sont devenues dans ce roman des expériences sur les insectes. Donc, j'aimerais qu'on parte de ce texte comme point de départ pour plonger dans une œuvre que Mireille construit depuis maintenant une quinzaine d'années. Donc, pour commencer, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce récit de Gros-Île, Mireille? Est-ce qu'il y avait un point particulier qui est allé te chercher? Est-ce que c'est ces expérimentations-là dont tu as entendu parler dès le début du texte? Oui, tout à fait. En fait, au départ, je voulais vraiment écrire un livre exclusivement sur Gros-Île et sur l'histoire pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'avais entendu parler de cette histoire-là dans mon enfance. Ma mère avait travaillé à l'île aux Grues, puis elle avait rencontré des gens qui avaient travaillé aussi sur la Grosse-Île. En fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que sur Grosse-Île, il y a toujours eu des gens qui ont habité, même pendant l'immigration, pendant la quarantaine. Donc, il y a des gens, il y a des familles qui habitaient du côté est de l'île. Puis qui côtoyaient quand même des gens malades, des virus. Puis après, quand c'est devenu un laboratoire de guerre, bien, ils ont quand même continué à engager des hommes et des femmes à tout faire. Puis c'est des gens qui venaient de l'île aux Grues en partie. Donc, moi, je viens de l'île aux Grues, donc j'ai entendu ces histoires-là de personnes qui ont travaillé sur la Grosse-Île. Puis, dans le fond, c'est qu'il y avait très peu de connaissances de ce qui se passait sur cette île-là. Puis ils étaient engagés pour tuer les bêtes, les ramener, un peu comme ce que je raconte dans le livre. Je trouve ça super intéressant d'avoir le point de vue des habitants de l'île qui avaient travaillé, qui avaient collaboré à un pan de notre histoire qui est assez méconnu, mais qui est assez horrible, on va se le dire. Tu sais, il y a eu assez de création d'anthrax pour tuer 30 fois la population mondiale de l'époque. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? C'est pas encore certain. On en a, tu sais, moi, j'ai interviewé des personnes qui m'ont dit que ça avait été coulé dans le fleuve, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est des trucs comme ça que tu te dis, OK, c'est vraiment intéressant. Puis c'était vraiment ce point de vue-là des habitants de l'île que je voulais écrire. Puis étonnamment, aussitôt que j'ai commencé à écrire, bien, le premier chapitre qui m'est arrivé, c'est la voix de cette mouche, de cette femelle frappe à bord qui parle. Donc là, je voulais écrire un livre sur Gros-Île, mais c'était une mouche qui parle. Je me disais, comment je vais faire pour faire le lien entre ces deux histoires-là puis trouver un certain équilibre. Je trouvais la force de ce narrateur-là vraiment très, très, très intéressante. Puis, bien, ça n'a pas pris 2 semaines, je pense, dans mes recherches, qu'une des principales causes de propagation de l'anthrax, les chercheurs avaient peur que les mouches se posent sur les plateaux d'anthrax dans les laboratoires, puis contaminent d'autres personnes. Fait que je me suis dit, oh, tu sais, quand même, par hasard, j'ai écrit un premier chapitre sur une mouche qui parle. Il y a vraiment un lien avec l'histoire qui se passe à Gros-Île. Fait que déjà, en partant, je me suis dit, ah tiens, ça va être mes deux narrateurs principaux. Puis après ça, le troisième narrateur, qui est dans le présent, il m'est arrivé un petit peu plus tard. Mais c'est très étonnant, cette histoire de l'anthrax dont on ne sait pas où il est. Est-ce qu'il y a des sources officielles auxquelles tu as pu te fier ou tu as simplement eu accès à des témoignages? Est-ce qu'il y avait comme de la documentation? Est-ce qu'à Gros-Île, il y a encore des installations, des choses qu'on peut voir en lien avec cette histoire-là?
En fait, quand on visite Grosse-Île, ils vont pas du tout aborder, ou presque pas, cette partie de l'histoire. Je me suis posé la question si cet été, ils avaient eu plus de questions à cause du livre, parce qu'ils n'ont pas de connaissances vraiment là-dessus. C'est vraiment basé sur l'immigration irlandaise. Donc, tu sais, moi, j'ai beaucoup regardé. Il y a quand même quelques livres qui ont été écrits par des habitants de Grosse-Île. Grand-maman raconte, les maçons aussi qui ont raconté la Grosse-Île. Puis, il y a quelques bribes d'informations vraiment intéressantes sur le passage après l'immigration, qui est vraiment sur le moment où l'armée a pris possession de l'île. Donc, je suis allée chercher un peu d'informations là. Il y a un très bon reportage qui a été fait aussi qui s'appelle le Projet N à RDI, où ils sont vraiment allés chercher toutes les archives, mais il n'y a plus beaucoup d'archives qui existent. Là. Tu sais, il y a beaucoup d'archives qui ont été détruites. Il y en avait beaucoup qui étaient clavardées. Donc, il reste très peu d'informations de ce moment-là. Tu sais, ils ont fait beaucoup de demandes d'accès à l'information pour réussir à avoir des informations. Ils sont allés chercher aussi des chercheurs qui avaient travaillé, ils ont interviewé. Fait que j'avais quand même cette base-là assez réaliste. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est l'autre côté. C'est qu'est-ce qui était resté, parce que toutes les parties qui ont été effacées, sûrement que c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Là. Fait que moi, je suis allée voir plutôt qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'anthrax. Donc, je suis allée interviewer des personnes qui étaient en contact avec des personnes qui avaient potentiellement transporté de l'anthrax, puis leur grand-père avait dit aux petits-enfants que ça avait été coulé dans le fleuve. Donc, c'est vraiment de cette manière-là que je suis allée chercher l'information. Qu'est-ce qui avait perduré, en fait, chez les enfants? Les secrets qui s'étaient transmis, mais vraiment des petits secrets, parce que très peu de choses ont vraiment sorti de ces personnes-là qui avaient signé des contrats de confidentialité. Puis, ils ne voulaient pas en parler. Je pense qu'il y avait une honte d'associer à ça, puis je voulais aussi parler un peu de ça dans le roman. Toute la honte associée d'avoir participé à un événement comme ça, tu sais, mondial, là, d'avoir créé autant de doses d'anthrax. Donc, je pense que c'est un peu ça qui m'intéressait derrière cette réflexion-là. Fait qu'assez rapidement, ça s'est construit. Là. Mais c'était pas facile de trouver l'information. Ben non, j'imagine. Puis c'est aussi une nouveauté, je pense, dans ta démarche, cette idée-là d'aller vers les gens, vers le documentaire pour alimenter ton travail. Tes romans, tes nouvelles sont souvent teintés par du fantastique, du réalisme magique. On y reviendra, puis c'est toujours le cas dans Frappe à bord. Qu'est-ce que ça a changé pour toi d'aller comme ça, te frotter à une réalité, d'avoir peut-être une certaine éthique à laquelle répondre parce que tu avais sollicité des gens? Comment ça a transformé un peu ta démarche? Bien, quand j'écris, moi, je pense que je veux arriver au produit fini qui est plus en harmonie, en fait, avec l'histoire. Fait que, au départ, là, je ne voulais pas écrire de thriller ou de trucs historiques. Tu sais, je pense que c'est l'histoire en tant que telle qui m'a amenée à faire ces recherches-là. Je ne vous cacherai pas que c'était vraiment difficile. Le nombre de personnes qui répondaient pas, dans le fond, ou à mes demandes de rencontres. Tu sais, il y avait vraiment tout cet aspect de secret que j'essayais de percer, mais que j'y arrivais pas souvent. Ça a pris beaucoup de mois avant d'arriver, puis des appels répétés à des personnes qui ne voulaient pas nécessairement répondre, ou je passais différemment. Tu sais, je me souviens à quelques reprises, on allait à Grosse-Île avec ma famille, puis incognito, je me rendais jusqu'au pilote, puis là, je posais des questions, tu sais, comme si je faisais pas un livre là-dessus, puis votre père, puis votre grand-père, puis tout ça. Tu sais, c'est vraiment de toujours y aller comme ça pour essayer d'arriver à une information supplémentaire. C'était pas facile, je dois l'avouer, là. Puis qu'est-ce que ça a changé? Je pense que je veux plus jamais refaire ça. Non, c'est pas vrai. On va se le dire. C'est noté, tout ça, c'est enregistré. Ça a été un cauchemar parce que ça a été tellement d'informations accumulées. Puis tu as parlé de morale tantôt, ça a été aussi de réfléchir à qu'est-ce que je laisse dans l'histoire, qu'est-ce que je modifie, à quel moment je mets du réalisme magique, je mets de la science-fiction. C'est quoi mon devoir moral d'avoir trouvé ces informations-là puis de les dire, mais c'est pas prouvé scientifiquement aussi, c'est des personnes qui ont rapporté ces informations-là. Fait que c'était tout ce côté moral-là que je me disais, puis je pense que c'est ce qui m'a empêché de l'écrire plus rapidement, ce livre-là. Tu sais, j'ai quand même passé à peu près 4 ans, tu sais, à faire de la recherche pour l'écrire puis tout ça. Mais c'était vraiment l'idée de me dire, je vais modifier l'histoire à un moment donné, puis les gens vont peut-être croire que c'est vraiment ce qui s'est passé, mais là, on s'entend, il y a quand même une mouche qui parle, puis il y a une plante qui est inventée, puis tout ça, mais c'était vraiment cette idée-là, puis c'est vraiment à un certain moment dans l'histoire où
mon personnage scientifique principal, c'est un spécialiste de l'anthrax. Je pense que c'est ça qui me bloquait. Puis vers la dernière année de rédaction du livre, il est devenu un entomologiste. Puis là, je me suis comme libérée de cette contrainte de l'histoire, de rapporter l'histoire telle qu'elle me l'avait été rapportée aussi. Fait que je pense que ça m'a grandement libérée. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu finir le livre, en fait. Mais j'ai hésité, j'ai pas cru jusqu'à la fin que j'allais le publier. Donc. Ah oui, hein, quand même. Mais parce que pour le public qui l'a pas encore lu, en effet, comme tu disais, un des personnages, Thomas, qui est le personnage principal, est un entomologiste. On est vraiment plus dans un roman d'aventure, de science-fiction. On n'a pas l'impression du tout d'être dans un documentaire. Et puis, ces gestes vont avoir un impact vraiment concret une génération plus tard, sans brûler la fin du livre. C'est quand même un peu une figure de savant fou. Puis c'est un genre de savant fou qu'on voit dès le début de la science-fiction avec Frankenstein de Mary Shelley. On est vraiment comme dans cette lignée-là. Est-ce que pour toi, ça a été des inspirations aussi, cette idée-là de parler des dangers de la science, des responsabilités des scientifiques? Bien, je pense que depuis le début, je voulais parler du rôle de l'homme par rapport à la nature, que on a vraiment beaucoup plus d'impact que ce qu'on pense sur la nature. Fait que, je pense que c'était vraiment le message au départ. Mais je me suis laissée vraiment porter par ce chercheur un peu fou. Puis, moi, au départ, je voulais pas écrire justement de thriller écologique. À un moment donné, je me suis dit, bon, je vais l'accepter. Puis là, je me suis mise à lire davantage de livres juste pour la structure, comment dévoiler certaines informations, à quel moment dans le livre pour justement créer un momentum. Mais c'est ça, c'est quand même une recette à laquelle j'étais pas habituée, parce que je suis plus dans la nouvelle, je suis plus dans l'onirisme. Là, on était vraiment dans quelque chose de concret. Puis, même de la manière que je l'ai écrit, le livre, je le voyais comme une mouche, ou très aérien, très comme une caméra qui va filmer, qui filme, en fait, et qu'il y a très peu de dialogue. C'est des hommes de peu de mots, des hommes qui sont dans le silence, qui sont dans le secret. C'était pas si simple, c'était tellement loin de ce que j'écrivais normalement. Le premier jet était vraiment à l'opposé. Après, je suis allée travailler peut-être plus la poésie, la profondeur, la nature. Je l'ai relié vers la fin, mais c'est un livre qui m'a amené vraiment à écrire d'une manière que je n'étais pas habituée, là, je ne le cacherai pas. C'est vraiment très loin de ma zone de confort. Je suis contente de l'avoir fait. Le prochain livre va être plus simple, plus agréable à écrire. Je pense que j'ai perdu à la fin. À la fin, je l'avais retrouvé, mais pendant une bonne période de temps, j'avais perdu le plaisir parce que justement, je ne savais pas comment. C'était tellement loin de mon instinct qu'il a fallu que je m'outille. Je suis allée lire des livres, je suis allée voir différemment une manière de penser puis de raconter aussi qui est différente, plus dans le concret, dans l'action. Ouais. Oui, puis du côté de la science-fiction aussi ou pas vraiment? Ah oui, mais moi, je suis une très, très grande fan de science-fiction. Okay. Mes premières lectures ont été en science-fiction. La lecture, pour moi, est vraiment importante. Depuis très jeune, moi, j'habitais dans la campagne, puis heureusement que j'ai eu beaucoup de livres dans ma vie parce que je ne sais pas si j'aurais survécu. J'habitais vraiment loin. À l'île aux Grues, mais après, j'habitais en campagne, donc la littérature. Puis je suis tombée, dans le fond, dans les encyclopédies de nouvelles de science-fiction, le voyage dans le temps, les robots, puis tout ça, puis j'ai toujours adoré ça, vraiment. Fait que, tu sais, je pense que je suis allée chercher aussi dans mes vieilles racines là, de lectrice dans l'enfance. Aussi dans les contes, je lisais beaucoup de contes, tous les contes de Grimm, vraiment les contes et légendes. Donc, j'imagine que c'est vraiment de ces inspirations-là qui sont ressorties par après dans l'écriture. Là, ouais. Oui, puis il y a toujours un peu ce côté conte aussi qui vient avec les animaux, un peu, là, dans tes livres, à chaque fois. Tu en as parlé, le frappe-à-bord a sa propre voix dans le roman. C'est quelque chose qu'on voit pas si souvent, qui est étonnant. Dans Bois de fer, ton plus récent recueil de poésie, tu donnais aussi voix à une narratrice qui était mi-humaine, mi-arbre, on pourrait dire. Qu'est-ce que ça te permet, dans le fond, d'anthropomorphiser les animaux comme ça, de développer ce genre de personnage-là? Qu'est-ce que tu recherches en faisant cette figure-là? Je pense que dans cette situation-ci avec frappe-à-bord, c'était vraiment j'ai essayé au départ que la mouche n'ait pas une voix humaine, parce que la mouche a vraiment une voix humaine. Donc, on l'entend parler comme si c'était une voix avec la colère et la rage qu'on peut ressentir en tant qu'humain. Je pense que dans ce cas-ci, c'était vraiment de projeter un miroir, de mettre un miroir devant nous tous pour qu'on prenne conscience de toute cette colère que les animaux, que la nature peut ressentir. Bon, c'est vraiment...
c'est mon impression que la nature ressent une certaine Non, colère. aucune mouche t'a confié ça. Non, Ça serait- mais c'est ça, tu sais, je pense que c'est ça que ça me permettait dans le livre. Mais j'ai essayé au départ de vraiment me mettre dans la tête d'une mouche sans avoir une voix humaine. Puis c'était beaucoup moins fort, c'était moins punché, il y avait moins d'humour. Puis je me suis plu après ça, tu sais, vraiment à renforcer cette voix humaine dans la mouche. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont posé la question, mais pourquoi l'avoir fait parler comme un humain? Mais c'est justement, je pense que dans ce cas-ci, c'était vraiment approprié que ce soit ça pour permettre d'avoir ce miroir-là, puis cette prise de conscience, qu'il faut faire attention davantage à nos actes. Mais oui, t'anticipes ma question parce que justement, les animaux étant aussi présents dans tes livres, tu sais, depuis ton premier recueil, les oies ne peuvent pas nous dire, où les oies étaient très importantes, puis il me semble que ça a été quand même un motif assez récurrent là, dans ton travail. Est-ce que, au fil du temps, tu as comme développé une espèce d'éthique dans ta façon d'aborder les animaux aussi, ou tu sais, quelle a été ta réflexion par rapport à ça? J'ai pas accès à eux, qu'est-ce qu'ils symbolisent, comment je les représente, sachant qu'on est dans un monde où les animaux, tu sais, qu'on vit un écocide, que les animaux n'ont pas beaucoup de voix ni beaucoup de place. Comment tu anticipes cette question-là? Je pense que c'est de l'empathie. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais tu sais, moi, j'étais allée à la chasse aussi. Mon père était chasseur, donc tu sais, j'habitais sur une île. J'étais vraiment plus en connexion avec la nature. Bon, je vis en banlieue, je vis à Sainte-Foy. Je suis peut-être un peu plus déconnectée, mais tu sais, j'ai plein de jardins à la maison. Je fais attention à la nature, j'ai beaucoup de plantes. Donc, tu sais, il y a peut-être cette connexion-là à la nature qui est importante, comme si elle me parlait, sans me parler vraiment. Là, je ne veux pas être ésotérique non plus, là, mais tu sais, dans Bois de fer, c'est un peu ça aussi. Là, tu sais, c'est vraiment une femme qui observe toute la communauté entourant son arbre, puis toutes les connexions qu'elle entretient avec les voisins, avec les animaux, les insectes, les oiseaux. Donc, c'est toute cette connexion, en fait, qu'on peut ressentir avec le vivant. Je pense que c'est ça, c'est vraiment de me mettre en mode empathique, en fait, avec la planète. Puis, il y a aussi les rêves. Tu sais, moi, je rêve beaucoup, puis c'est souvent par les rêves que des symboles vont m'apparaître. J'avais rêvé il y a vraiment longtemps, là, il y a peut-être 20 ans, tu sais, que les baleines, ça va l'air bizarre, mon affaire, là, mais je descendais le fleuve sur un pneu avec mon père, puis on pagayait, là, ta. Puis à un moment donné, il y a des baleines qui sont arrivées, puis les baleines étaient très en colère contre nous. Puis tu sais, j'avais ressenti l'effroi d'une colère si forte. Puis c'est un peu ça que je voulais faire dans Frappe à barre. Tu sais, c'était ce moment-là où on perçoit une colère qui est si intense que ça nous effraie. Donc, ça n'arrive pas souvent dans une vie qu'on est effrayé par une colère, mais c'était ça que je voulais faire ressentir dans le roman. C'est cet instant précis où on constate qu'on est effrayé par une si grande colère. Fait que, tu sais, est-ce qu'elle est en colère? J'imagine. Tu sais, on est en colère nous autres mêmes. On n'a plus de tampon, on dirait, tu sais, pour absorber ces excès de colère-là. On devient en colère vraiment rapidement. La nature se décharge aussi, devient en colère rapidement. Je pense que c'est ça que je ressentais. Je pense pas être la seule à ressentir justement ce débordement de colère. Fait que je pense que c'est un peu ça, ma relation. Mais c'est intéressant que tu aies choisi de répondre par le mot empathie parce que j'allais te demander, est-ce que tu trouves que la littérature est le lieu de l'empathie ou au contraire du décalage avec le réel? Est-ce que c'est un lieu de connexion avec la nature non humaine ou plutôt un lieu où justement on vit cette espèce d'altérité radicale qui fait qu'on est complètement décalé? Je vais citer Amitav Ghosh qui écrit sur les changements climatiques. Il disait « Il y a une inquiétante étrangeté à regarder dans l'œil d'un animal parce qu'on est tellement plus habitué de le faire que quand on voit comme une conscience passer derrière un regard, ça nous semble comme surnaturel, alors que c'est une expérience qui a été vécue à travers le temps. Tu sais. Tout à fait. Pour toi, l'expérience du lecteur, est-ce que, tu sais, comme lectrice, est-ce que tu ressens plutôt cette empathie-là ou plutôt... Bien, je pense que quand on écrit, on ressent l'empathie, puis quand on lit, on ressent ce clash-là. En fait, je pense que personnellement, c'est comme ça que ça se passe, là. Mais... oui, non, je pense que c'est vraiment ça. Tu sais, moi, j'ai besoin de ce sentiment-là, mais quand je l'écris, je sens pas le fossé. Là. Tu sais, quand je l'écris, c'est pas vraiment ma voix qui l'écrit. J'ai l'impression que je me mets vraiment à la place de l'animal ou de la nature. Donc, c'est vraiment cette transposition-là. Puis après, je peux comprendre, parce que je le vis en tant que lectrice. Moi aussi, j'adore la littérature de fin du monde. Puis j'aime ça, sentir cet événement, ce fracassement-là, en fait, dans ma conscience, de me dire...
que je dois changer quelque chose, en fait. Là. Ouais. Oui. Puis tu en as parlé, tu viens de l'île aux Grues, qui est sur le Saint-Laurent, qui est très, très présent aussi dans tous tes livres, dans ta poésie comme dans ta fiction. C'est une île dont on ne sort l'hiver, là tu me corrigeras si j'ai tort, mais qu'en hélicoptère ou en avion. Ouais. Parfois, c'était possible en chaloupe dans les temps jadis. On le fait peut-être pas si lointain que ça. T'sais. Dans les années 70, mon père, moi, il traversait encore en canot, là, tu sais. L'hiver. Donc, le canot à glace est resté jusqu'à très, très, très longtemps là, à l'île aux Grues. Là. Ouais. Ben oui. Est-ce que c'est quand même une réalité qui est assez peu commune? Il y a peu de gens qui sont des insulaires comme ça de naissance. Comment tu penses que ça a influencé ta vision du monde, ça, d'être né dans un contexte un peu fermé ou plus près de la nature, c'est plus compliqué d'accéder à certaines choses, j'imagine aussi. On va se le dire, c'est assez compliqué là, se rendre à l'île aux Grues, même à Grosse-Île. Il faut réserver un billet, il faut se rendre, il y a des horaires, puis il y a des visites. À l'île aux Grues, il faut attendre les marées, puis il y a certains moments dans le mois d'août où les marées sont très basses. Donc, le bateau va venir une seule fois par jour, puis si c'est à 22 heures, c'est à 22 heures. Donc, tous les habitants doivent se soumettre, en fait, aux aléas de la nature. Puis je pense que c'est ce qui me marque, que la nature est vraiment au-dessus de tout, comparativement en ville où on essaie de contrôler notre gazon, notre asphalte, nos arbres, nos feuilles. T'sais, il y a vraiment sur cette île-là le moment où, quand il fait pas beau sur l'île, ma cousine habite encore là, puis elle me disait, bien, on reste chez nous, on sort pas, on peut pas sortir. Des fois, les vents arrivent tellement de loin. Puis on est allé dernièrement, il y a 2 semaines. Il ventait, il mouillait, le bateau tanguait comme ça. Les enfants étaient sûrs qu'on allait mourir. Là. Fait que, c'était quand même drôle, mais c'est ça, c'est d'être confronté à cette force de la nature aussi qu'on voit très peu. On est bien enfermés dans nos maisons, dans nos terrains. On a tout contrôlé, mais devant cette nature-là qui est aussi forte, je pense que c'est ce qui me parle beaucoup. Qu'est-ce qui me parle aussi, c'est l'idée que c'est un petit paradis terrestre aussi, puis c'est très important pour moi de le protéger. En fait, ça revient souvent dans mon processus créatif. C'est vraiment de vouloir protéger ce paradis-là. Puis, heureusement, qu'il est difficile à atteindre, mais il y a ça aussi. Je pense que l'île devient notre planète entière qu'il faut protéger, mais comme est à petite échelle, je le fais sur cette île-là, puis je pense que c'est ce qui touche les gens, c'est que ce soit si petit, mais que ça les touche finalement dans l'ensemble de notre planète. Là, Justement, à la fin du Lièvre d'Amérique, tu avais mis un glossaire de vocabulaire qui vient alors là, je vais le citer, là, du vocabulaire maritime de l'île aux Grues et du parler rural de l'île aux Grues. Alors, on trouve des expressions comme « à la petite écart »,« courir le relais », de la jarnotte, qui est de la racine du jonc, bien sûr, comme on sait tous. Est-ce que, en t'entendant parler de ça en entrevue, ça m'a fait penser au film de Pierre Perrault, puis à Pour la suite du monde, justement, qui documente l'île aux coudes, son parler. Est-ce que tu as une espèce de devoir de mémoire aussi par rapport au mode de vie insulaire qui, j'imagine, est pas en pleine croissance? Non, mais je pense que oui, sincèrement. Puis dernièrement, j'ai comme eu cette introspection-là de me dire, on dirait que je fais plein de recherches sur des trucs que mon père aurait pu m'enseigner. Mon père est décédé, ça fait longtemps, ça fait maintenant 14 ans. Puis, ce sont toutes des informations, la course à canot, la chasse, toutes des informations qui auraient pu me donner les vents dominants, les vents d'en haut, les vents d'en bas, les marées. Donc, c'est toutes des informations, on dirait que j'essaie d'aller chercher puis d'acquérir pour potentiellement transmettre ça à mes filles ou à d'autres personnes. Mais c'est ça, fait que je vais toujours enquêter, je vais voir mon oncle, là, j'y pose des questions. Puis là, des fois, ça veut absolument rien dire. Puis là, je me dis, OK, donc j'ai pas fait une bonne recherche. Mais dans le Lièvre d'Amérique, avant de trouver, dans le fond, ce lexique-là, je me rappelle, on se rendait au travail, moi et mon conjoint, on était sur le bord du fleuve, puis je me disais, quand on était jeune, mon père me disait, on va aller courir l'Orlet. Puis là, je me disais, courir l'Orlet. Ça veut dire, après les grosses marées, on va se promener, dans le fond, sur les berges pour ramasser les trésors que la marée nous aurait laissés. Bon, on s'entend, les insulaires, ils trouvaient peut-être la vie un peu plate. Quand il y avait des grandes marées, ils allaient ramasser. Puis on ramassait des balles de tennis. On se promenait, on faisait ça. Puis je me suis posé la question, ça vient d'où courir le relais? Puis j'avais demandé à quelqu'un que je connais, qui est linguiste, puis c'est lui qui m'avait redirigé vers cette thèse, en fait, de Micheline Massicotte, qui a étudié le parler rural de l'île aux Grues. Puis je me rappelle, on était allé à la bibliothèque, toute la famille, puis on regardait, je traîne tout le temps tout le monde, moi, quand je fais des livres, là. Puis j'ai trouvé, c'est courir le relais. Le relais égale
les trésors que la mer nous a laissés. Puis là, je me disais, c'était plus beau dans mon oreille quand mon père me disait l'orlet, je voyais comme un ourlet, ou je sais pas, mais c'est relais. Puis là, je me disais, OK. Mais j'ai regardé toute cette thèse-là, puis j'ai lu toutes les expressions de l'île que mon père disait parfois, d'autres fois, des expressions qui étaient trop vieilles, en fait, là, que j'avais. J'ai voulu les remettre dans le livre pour justement le dynamiser, puis lui donner une certaine poétique, parce que c'est un peu ce que je trouvais. Quand j'ai analysé toute cette thèse-là, je me disais, mais c'est donc bien poétique la manière qu'il s'exprime par rapport à la nature, par rapport à la lune, par rapport au vent, par rapport aux marées, aux glaces. Il y avait un langage qui était tellement riche, puis que je voulais le faire revivre. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé un peu. Puis il y a d'autres dictionnaires qui sont super intéressants. Le dictionnaire du français québécois, qui est par le Trésor de la langue française de l'Université Laval, qui est en ligne, il est super. Je vous invite à aller le voir, là, c'est vraiment génial. Ils ont répertorié plein d'expressions, des régionalismes de différentes régions du Québec qui sont peu ou plus dit par personne. Ça va même jusqu'en Acadie, là. Puis ils ont même enregistré des gens, un peu à l'apéro, ils ont enregistré des gens qui disent ces expressions-là. On les entend sur du son, sur de la vidéo. On voit comment le prononcer, puis la définition, puis toute l'étymologie de tous ces mots-là. Ça vient d'où? Qui l'a commencé? Quel foyer linguistique? C'est super intéressant. Fait que, moi, dans mes livres, je vais toujours à la fin essayer de chercher un peu de ces vocabulaires-là. Je trouve ça beau de le faire revivre, je trouve ça vivant, je trouve ça poétique. C'est comme si je brodais à la fin de mon livre. Là, je m'en vais vraiment chercher les petits mots de certaines régions. Là, puis j'adore ça, faire ce travail-là. Ouais. Pour rester dans le thème de la nature, il y a quand même un changement assez radical entre ton dernier livre et les précédents, dans le sens où j'ai l'impression qu'avant, la nature était comme un lieu de calme, une espèce de lieu de refuge. Tu sais, dans Le Lièvre d'Amérique et Bois de fer, c'est deux livres qui parlent d'épuisement professionnel, entre autres, où finalement, se transformer en arbre ou en lièvre devient comme une espèce de réponse à un caractère effréné de la vie humaine qui est comme pas naturel. Dans Frappe à bord, c'est comme la nature est complètement rageuse et plus du tout gentille. Ouais. Alors, ma question est la suivante. Qu'est-ce que ça a changé pour toi d'écrire sur la nature dans ton rapport concret avec elle de tous les jours? Est-ce que ça t'a transformé aussi? Mais je pense que quand j'ai écrit Bois de fer, c'est un livre qui est vraiment personnel. Je pense que c'est le livre le plus personnel que j'ai écrit. Je pense que lui m'a vraiment transformée. Vraiment, je pense que dans Le Lièvre d'Amérique, c'était un avertissement là, que j'ai pas compris parce que je suis tombée en burn-out après avoir sorti le livre. C'est comme une vraie blague. Puis Bois de fer, il raconte ça un peu, cette remontée vers la nature, vers le vivant. De ces mois où j'ai été alitée, puis que j'attendais que le temps passe, puis que l'énergie revienne. Fait que c'est un peu ça. Je pense que c'était vraiment cette connexion-là, puis c'est la manière que j'ai eue de m'en sortir. Dans Frappe à bord, c'est complètement à part. C'est un livre qui voulait sortir. Des fois, j'ai l'impression que c'est pas moi qui l'ai écrit. Là, il y avait vraiment quelque chose qui voulait sortir dans ce livre-là. Est-ce que ça a changé mon rapport à la nature? Je pense que je suis contente d'avoir exprimé cette colère-là. Mais je la sens, vous la sentez sans doute aussi assez régulièrement, cette colère-là de la nature. Fait que, je pense que c'était peut-être ça, c'était de mettre en lumière cette colère-là, qu'on la ressente collectivement pour potentiellement réussir à peut-être changer quelque chose. Écoute, il faut essayer, sauver les cultures, sauver les territoires. On est un peu dans l'influence des lieux. Sur toi, tu vis à Québec, tu es très active dans la communauté poétique. Est-ce que cette ville aussi a influencé ton parcours, ton inspiration, ou alors tu étais le Gabriel Roy qui vivait ici et ça, finalement, Québec n'apparaît jamais. Mais je pense que j'ai choisi Québec à cause du fleuve. On va se le dire. Moi, j'ai étudié à Sherbrooke, j'ai habité proche à Montréal aussi, puis j'avais ce besoin d'avoir le fleuve quotidiennement. Fait que, je voulais quand même travailler dans une grande ville. Donc, Québec, pour moi, je l'ai choisi en fonction de ma proximité au fleuve. Fait que oui, c'est vraiment important pour moi, cette présence-là, cette beauté-là aussi, puis toute la force. On est proche de la nature quand même à Québec. C'était comme cet entre-deux-là. Est-ce que je pourrais écrire ailleurs? J'imagine que oui. Est-ce que je pourrais vivre à Lille? Certainement, j'aimerais donc bien ça, mais c'est quand même compliqué. C'est compliqué. Donc, je suis à Québec, pas par dépit, parce que c'est vraiment une ville que j'ai choisie, puis je l'aime particulièrement. J'aime le côté, justement, foisonnant de la littérature. On est vraiment actifs, là. C'est toutes les soirées de poésie, tous les auteurs aussi, toutes ces rencontres-là. Je trouve qu'il y a quand même une communauté qui est fort intéressante. Il y a aussi
beaucoup de lecteurs intéressés par la littérature. Moi, ça m'étonne à chaque fois. Tu sais, le festival, il y a du monde là, qui vient au Festival Québec en toutes lettres, mais c'est vrai, tu sais, les gens sont intéressés par ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment par choix. Je ne me verrais pas ailleurs, à Lille, mais c'est tout. C'est correct, une petite trahison, Oui, petite trahison. Sinon, on l'a dit, tu publies quand même beaucoup dans plusieurs genres, poésie, romans, nouvelles. Comment ces différentes pratiques-là se répondent ou non pour toi? Je pense que c'est un équilibre à l'intérieur de moi. Tu sais, le roman, c'est vraiment... tu sais, j'ai commencé récemment dans le roman. Mes filles sont plus vieilles, donc ça me permet d'avoir un petit peu plus de temps, disons, à consacrer à l'écriture, on ne se le cachera pas. Avant les nouvelles, une sieste, une nouvelle, un premier jet, c'était comme ça que je le voyais. Poésie, ben tu peux en faire quelques minutes, puis tu peux amener un carnet, puis ça va bien. Donc, le roman est comme arrivé un petit peu plus tard dans mon processus en tant qu'écrivaine, puis j'adore ça. Mais ça nécessite une présence constante. Tu sais, quand tu commences un roman, tu es toujours en train d'y penser. Il y a toujours un roman à côté de toi qui se promène. Là, tu sais. Peu importe ce que tu fais, tu essaies de rattacher des éléments, tu es en recherche de quelque chose, d'un symbole, tu analyses, tu lis un texte. C'est toujours en fonction, c'est comme si tu étais en attente que l'univers t'envoie quelque chose pour alimenter ton roman. Moi, c'est comme ça que je le vis. Fait que de temps en temps, j'aime bien la liberté de la poésie. C'est comme là, j'ai fini le roman, puis là, je fais un recueil de poésie. Je me dis, là, je me laisse aller, puis tout est possible. C'est un roman, il faut quand même réfléchir à la structure, au narrateur. Juste dans Frappe à barre, je voulais... Mon premier narrateur est arrivé, c'est une mouche qui parle au jeu. Donc, tous mes autres narrateurs ne pouvaient pas être au jeu, donc il a fallu que je change. Tu sais, c'est toute une question mathématique, à mon sens, là, quand on écrit un roman, que ça se tienne, que les temps de verbe. Je pose toujours des questions. Je pose souvent des questions à mon conjoint qui est pas loin. Je dis, on peut-tu faire ça, mettre ça, tel temps de verbe, telle chose? Puis là, il me dit, mais tout est possible en littérature. Je dis, mais on peut-tu? Puis là, il étudie en littérature, il me sort un livre, il me dit, oui, tel auteur a fait ça. Là, je regarde ça, je me dis, OK, c'est pas pire. Okay. Mais c'est tout le temps, c'est ça, c'est toujours une réflexion sur le fond, la forme, le contenant, les symboles. Tu sais, moi, je trouve que ça nécessite un 110 % d'investissement. Tandis qu'en poésie, il y a une liberté qui est vraiment agréable. Un peu plus un flow, comme un peu moins de rationalité, plus de instinctif. D'instinct, ouais. Puis d'œuvrer à tâtons comme ça, puis tu sais, c'est vraiment... moi, je découvre en même temps. Tu sais, j'écris, puis je suis pas quelqu'un qui fait un plan, là, tu sais. Funkinos disait hier que... Y a-t-il une recette? Avant hier, il disait, y a-t-il une recette pour écrire un livre? Il dit, s'il y en avait une, tout le monde l'utiliserait. Ben c'est ça, c'est vraiment d'y aller à tâtons. Moi, j'ai pas de plan. Tu sais, quand je commence à avoir une fixation qui est vraiment intéressante, qui perdure, je me dis, OK, je pense que je suis dans la bonne direction, puis je vais continuer mes recherches. Puis j'amène toujours ma famille dans tous mes endroits où je m'en vais. Mais c'est ça, c'est comme des fixations qui deviennent profondes, puis on se met à chercher, à faire des recherches, puis à avoir de l'intérêt. Puis là, c'est comme si l'univers t'amène des trucs aussi. Là, tu vis des événements, tu rencontres des personnes, puis on dirait que tout alimente ton univers, en fait, ton univers créatif. C'est un peu comme ça. En poésie, je découvre à tâtons, puis j'apprécie le chaos, qui est un peu plus difficile à endurer en roman, je trouve, le chaos. Mais c'est drôle aussi parce que tes romans dégagent quand même, en fait, ta prose dégage vraiment une grande clarté, une grande pureté. Puis d'ailleurs, tu me disais que tu retranches énormément de tes textes. Tu as peut-être, alors que la poésie est beaucoup plus foisonnante d'images, de quand même un peu deux styles différents, dirais-tu ça? Bien, je pense que c'est deux parties de mon cerveau. Je suis quelqu'un de très rationnel, vraiment, vraiment. Là, quand je me mets à compter, j'avais une amie poète... qui des fois me disait, tu sais, on échangeait sur nos poèmes, puis moi, tout est compté, là. Tout est vraiment, puis elle était comme, mais ça n'a pas de bon sens, Mireille. Mais je me dis, il y en a 10 là, il y en a 11 là, il y en a 12 là. Tu sais, je suis vraiment quelqu'un de très cartésienne, étonnamment, mais je me laisse aller vraiment facilement avec mon instinct. Mais c'est comme le mélange des deux. Même en poésie, tu sais, j'ai quand même fait un recueil de poésie sur les Legos. Donc, chaque ligne est comme un Lego avec une grandeur différente. Quand mon éditeur s'était rendu compte que j'avais fait ça, parce qu'il ne s'en est pas rendu compte tout sur le coup, il me faisait des modifications, puis je disais, oui, mais là, on est rendu à 18 caractères et non 19 caractères. Il a dit, je m'en étais pas rendu compte, Mireille, mais c'est un cauchemar pour un éditeur. Puis j'étais là, ouais, mais on va le faire. Il y a comme quelque chose de très mathématique aussi qui est important pour moi pour, je sais pas, garder l'équilibre ou... mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui va retirer beaucoup. Tu sais, dans le livre d'Amérique, il y a plusieurs personnes qui ont dit « Ah, mais j'en aurais pris 50 pages de plus. » Puis je me dis, bien, je les avais écrites, les 50 pages, je les ai retirées parce que
c'est comme si le livre perdait de sa force avec ses 50 pages supplémentaires. Moi, j'ai besoin de laisser un peu de vide puis de laisser la place au lecteur pour qu'il puisse raisonner puis ressentir lui-même l'émotion. Donc, moi, je retire beaucoup. Tu sais, je relis mon texte jusqu'à ce qu'il ne reste plus un mot en surplus. Puis je vais le relire jusqu'à la fin. Là, je repars du début jusqu'à temps que je me dise, OK, je ne retirerai plus aucun mot. Donc, c'est important pour moi une forme la plus minimaliste possible pour créer peut-être plus de tremblement de terre chez le lecteur. C'est un peu le même que je le sens. Là, ça va vibrer plus que de vide, plus que ça vibre fort chez le lecteur, à mon sens. Là. C'est intéressant aussi que tu soulignes ce caractère cérébral parce que je me disais, tes romans sont polyphoniques. Tu sais, bon, tu as parlé de Frappe à bord, mais aussi dans le Lièvre d'Amérique, il y a une espèce de côté un peu documentaire sur le lièvre. Après ça, on a les passages où on voit le personnage qui a subi son opération pour être plus performante au travail. Ensuite, on la voit dans son passé sur une île où elle rencontre un autre jeune qui habite avec elle sur son île. Il y a quelque chose peut-être d'un peu de l'ordre de la partition. Haruki Murakami disait que ses livres, il les voyait un peu comme des partitions où, en fait, finalement, à un moment, il faut que tu sois, je sais pas, très rapide, puis après ça, très lent, puis après ça, que tu ailles chercher. Est-ce que c'est un peu cette façon-là de faire? J'adore cet auteur-là, tu sais, puis c'est une grande source d'inspiration, justement, d'aller créer des univers, en fait, avec une petite pincée de magie, mais décrit si précisément qu'on y croit. Donc, c'est ça, je pense que c'est ce que j'aime, d'aller vraiment dans le détail pour justement qu'on y croit. Puis ce soit le plus scientifique possible. C'est important pour moi aussi qu'il y ait toutes ces informations-là, puis des connaissances supplémentaires à acquérir quand on lit un livre. Mais c'est ça que j'aime créer, là, ce petit univers qui peut être tout à fait réaliste. Là. Puis, qu'est-ce que tu recherches quand tu écris? Qu'est-ce qui est la chose qui te fait dire « Ah oui, c'est ça ». C'est quoi ton motto? Je pense que c'est le plaisir. J'aime vraiment écrire, je vais le dire. Là. Quand j'ai pas de projet, mon Dieu, que ma vie est plus morne. Tu sais, là, comme quand je finis un livre, j'ai toujours une petite partie de deuil où j'ai pas de projet, puis je le force pas parce que quand je le force, ça va pas. Là. Fait que là, j'ai attendu 1 an d'avoir une idée, puis de commencer à faire mes recherches. Puis là, j'ai commencé à écrire il y a pas très longtemps mon recueil de poésie. Puis, tu sais, ce moment-là qui revient, là, tu sais, c'est cet univers de création que j'ai qui m'accompagne. Ça, c'est merveilleux. Fait que je pense, je dirais, c'est vraiment le plaisir. Moi, quand j'écris, je veux avoir un message. C'est important de ne pas dire le même message. Donc là, je voulais parler de la rage, je voulais parler du workaholisme avec le Lièvre d'Amérique, le reconnecter avec le vivant avec Bois de fer. Tous mes autres livres ont quand même un message spécifique de critique sur la société ou de critique de comment on vit. Le travail est omniprésent, là. Clairement, j'ai quelque chose avec le travail, on va se le dire, mais de remettre en question justement cette idée qu'on doit travailler, puis que toutes les tâches sont morcelées, on ne fait qu'une partie, on n'a jamais la vue d'ensemble. Seulement quelques personnes dans le monde ont la vue d'ensemble. Fait que, tu sais, c'est cette idée-là, puis c'est un peu ce que je voulais mettre dans Frappe à bord, que je mets un peu aussi dans le Lièvre d'Amérique. Cette aliénation du travail, ça, c'est de base. Fait que parler de ça, je pense que c'est important aussi, mais je le fais vraiment par plaisir au départ. Tu sais, c'est vraiment une idée, là, j'aime ça écrire, j'aime ça avoir un univers qui m'accompagne, j'aime ça qu'on parte à l'aventure, puis qu'on découvre d'autres choses. Là. Puis on est seul maître à bord dans un livre, c'est ce qui est fabuleux. Aucune contrainte de réalité. Tu le disais, tu écris sur des sujets vraiment contemporains, l'épuisement, l'écologie. Quel rapport t'entretiens avec l'immédiateté des sujets? C'est des sujets qui sont, tu sais, dans l'air du temps, dont on entend beaucoup parler, sur lesquels la réflexion évolue rapidement, alors que la littérature se fait quand même dans un temps un peu plus long. Comment tu gères ça dans ta vie de tous les jours d'écriture? Bien, moi, j'ai toujours le sentiment d'urgence. Quand je commence un livre, il faut que je l'aie terminé. Fait que, tu sais, j'ai vraiment toujours ce sentiment-là parce que, comme tu dis, j'écris sur des sujets qui nous touchent. Donc, tu sais, c'est comme important pour moi, particulièrement dans Frappe à bord. Tu sais, mon personnage principal avait 97 ans. Donc, tu sais, je pouvais pas attendre plus longtemps. Donc, j'avais vraiment le tic-tac parce que, comme s'il a travaillé à la Grosse-Île, il est rendu à 97 ans, on est en 2024. J'avais cette idée-là. Puis, à chaque fois que les mois passaient, une année passait, je me disais, non, il faut vraiment que je le sorte, il faut vraiment que je le sorte. Et je me poussais pour que ce soit encore crédible dans l'histoire, en fait. Fait qu'il y a toujours ça. C'est vraiment une question d'urgence, souvent. Il y a des livres qui vont être plus en lenteur, mais quand c'est des sujets, justement, qui touchent... et je ne l'écris pas parce que c'est dans l'air du temps, je l'écris parce que ça me concerne, puis c'est quelque chose que je veux parler, dont je veux parler. Il y a ça avant tout, là, mais
Mais il y a toujours ce sentiment d'urgence dans l'écriture. Mais donc, je comprends qu'il y a une figure qui a inspiré Thomas réel. Thomas est inspiré d'une personne réelle. Oui. Et cette personne, comment elle a reçu le livre? Cette personne est décédée. Avant de pouvoir le oui. lire. Non, mais Thomas, dans le fond, c'est un des personnages que j'avais trouvé, mais c'est un technicien, en fait, dans mes recherches que j'ai faites. Donc, c'était vraiment un technicien. Mais il était spécialisé sur l'anthrax, donc absolument pas entomologiste. Mais c'est ça, il est décédé. Toutes les personnes qui ont travaillé sur la grosse-île sont décédées à l'heure qu'il est, là, 97 ans. C'est un peu ça, là, le momentum. Là, Donc, est-ce qu'il y a quand même une réception de ton livre à Grosse-Île? À Grosse-Île, je ne sais pas, mais j'ai eu beaucoup de retours de gens qui avaient des proches qui ont travaillé à la Grosse-Île. Puis je pense que c'est ce qui m'a le plus intriguée, en fait, à la sortie du livre. Des gens m'écrivaient des courriels, m'écrivaient sur les médias sociaux pour me dire « Mon grand-père, quand il est décédé, il m'a raconté quelque chose. J'ai toujours pensé que c'était de la démence, que c'était pas vrai. Mais dans les faits, ce que j'en comprends, c'est que c'était vrai, qu'il y avait une partie de réel dans ce qu'ils m'ont raconté. Je pensais qu'il y avait un peu moins de francophones chercheurs sur la Grosse-Île. Il y en avait. Il y a un médecin qui m'a écrit, qui m'a fait dédicacer le livre à ses 2 frères aussi. Lui, son oncle a travaillé à la Grosse-Île comme médecin, donc il a été réquisitionné, un peu comme mon Thomas. Il a été réquisitionné sur l'île pour s'occuper des potentielles personnes malades, des chercheurs malades. Puis jusqu'à la fin, il est décédé. Puis c'est sur son lit de mort qu'il a avoué à son frère qu'il avait participé à ça, parce qu'il l'avait pas dit. Puis son père l'a dit à son fils, c'est lui qui est venu me parler. Puis il me disait, la honte qu'il a ressentie, je pense que c'est comme ça que c'est ce que te dépeint le plus proche du sentiment qu'il avait ressenti. Puis dernièrement, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit qu'il avait travaillé à la Grosse-Île comme guide, puis que, tu sais, moi, je finis bien, moi, je suis gentille dans le livre, même si je suis pas si gentille que ça, pour de vrai, mais à la fin du livre, moi, je nettoie toute l'île. Tu sais, je me dis, il faut plus qu'il reste de traces. J'imaginais que les militaires avaient fait ça. Dans les faits, ils ont laissé quand même pas mal de choses sur l'île. Il y a une partie de l'île qu'on m'a dit qui aurait été fermée 50 ans au public, puis qu'il y aurait des déchets encore du laboratoire qui resteraient sur l'île. Tu sais, moi, je me suis imaginé que l'armée aurait nettoyé absolument toute l'île, mais non, dans les faits, c'est pas ça qui s'est passé. Fait que, tu sais, je trouvais que qu'est-ce qui était le plus intéressant dans dans la sortie de ce livre-là, c'est le retour que j'ai eu des autres personnes. J'imaginais un scénario assez catastrophe. C'est encore pire ce qui s'est passé dans la réalité. Tous les retours que j'ai eus étaient encore plus pires que ce que j'ai anticipé. Je me disais quand même, hein, tu sais. Oui, puis on est en train de mettre des déchets radioactifs un peu partout sur la planète en ce moment. Hein. C'est un petit peu... c'est un peu pire que l'anthrax sur la Grosse-Île. L'anthrax aurait sans doute été stabilisé avant d'être jeté dans des barils, là, mais quand même, l'anthrax peut survivre encapsulé jusqu'à 100 ans. Fait que c'est pour ça que j'avais le tic-tac en écrivant le livre, parce que je me disais, ça va faire presque 100 ans, donc on n'est pas loin de la mort du sport de l'anthrax qui a été créé en 1942. Fait que, Je reviens à cette question des genres littéraires. Je le disais, tu es très impliquée, tu pratiques plusieurs genres. Avec l'apparition d'un certain palmarès sur la presse récemment, on entendait les débats actuels sont beaucoup autour de, le roman prend toute la place dans le discours médiatique. Comment tu vis ça, toi, ayant un pied dans plusieurs genres? Est-ce que tu as... c'est vrai, le roman prend beaucoup de place, là, on ne se le cachera pas. Tu sais, moi, je vois la différence entre ce que j'ai écrit. La nouvelle aussi, malheureusement, au Québec, est quand même bien implantée. Ailleurs, peut-être en Europe, un peu moins, dans l'Europe francophone. Mais c'est sûr que le roman est beaucoup plus accessible au grand public. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui vont travailler la poésie pour la rendre de plus en plus accessible. Je trouve qu'au Québec, là, c'est foisonnant, mais quand même, en termes de lectorat, c'est pas pantoute la même chose. Mais tu sais, moi, quand j'écris, je sais jamais quelle forme ça va prendre. Donc, quand je commence un livre, je me dis, je me laisse aller. Dans le fond, des fois, le souffle est court, ça va être une nouvelle. Des fois, c'est plus imagé. Je me dis, OK, ça va faire de la poésie. Des fois, je commence à écrire quelque chose de narratif en me disant ça va faire un roman, puis je le reprends en poésie. Donc, je change, puis à un moment donné, c'est comme si ça se clarifie dans ma tête que ça va être de la poésie, de la nouvelle ou un roman. Puis
Puis j'essaie toujours que ce soit la forme qui aille le mieux avec le message que je veux dire. Fait que, tu sais, je pense jamais me dire, je vais écrire un roman parce que je vais avoir plus de succès. Non, Parce c'est que c'est sûr. pas faisable. Tu sais, moi, dans mon cas, tu sais, je suis comme vraiment soumise à la voie créative. Fait que, tu sais, c'est comme, puis mon cerveau fonctionne d'une telle manière qu'il veut trouver toujours la meilleure, l'optimisation du genre ou de la forme le plus près du message. Fait que, tu sais, on dirait que j'accorde peu d'importance à la forme, mais c'est clair que, tu sais, le roman, tu sais, j'ai rencontré beaucoup plus de lecteurs en publiant du roman qu'en Pourtant, les poésie. poètes ont une vie sociale très active, une vie de soirée très C'est active, différent, effectivement. qui n'existe pas du tout dans Absolument le monde pas. romanesque. Non, on lit pas ou très peu dans des soirées, tandis qu'en poésie, là, il y a vraiment des scènes assez incroyables au Québec. Là, des gens, des grands performeurs, là, on tremble un peu après, quand quelqu'un se donne vraiment, là, puis est en phase avec la musique d'accompagnement derrière, qui a appris son texte par cœur. Hey, on n'est pas loin du théâtre, là, ça fait vraiment vivre de grandes émotions. Là. Fait que oui, il y a ces deux facettes-là. Je pense pas que je serais capable de juste aller dans le roman ou juste aller en poésie maintenant que j'ai goûté aux différentes formes, là, mais j'aime bien justement intercaler avec un recueil de poésie parce que je sais que je vais participer justement à des événements, je vais rencontrer plus de gens, mettons qu'en roman, c'est plus des rencontres comme ça en bibliothèque ou dans des librairies. Là. Mais les deux sont vraiment très enrichissants. J'aimerais qu'on parle un peu de ton rattachement au réalisme magique, au fantastique. C'est toujours un peu quand même flou dans tes livres, la frontière entre les genres. Parfois, j'ai même l'impression que tu fais de la poésie réaliste magique. Je ne sais pas si ça se dirait. Ben, je pense mais tu le décris bien. Je pense que c'est ça parce que en poésie, je suis très narrative. En fait, il y a vraiment toujours une histoire. On suit des personnages, même si c'est en prose ou en vers, on a vraiment cette ligne narrative. Tu sais, au début, on disait de moi que j'étais trop poétique en écriture narrative et trop narrative en poésie. Tu sais, je me disais, ben là, mais moi, c'est ça, j'aime ça changer puis brouiller les frontières. Je me dis, c'est encore plus intéressant. Ouais. Puis pourquoi tu penses qu'on a ce besoin-là de merveilleux qui est très, très, très présent dans tes textes, on sent l'affiliation là, avec les contes dont tu parlais, l'idée de transformation, l'idée des animaux qui nous parlent ou qui nous portent des messages jusqu'à un certain point, tout ça est très... Tu sais, pourquoi on a ce besoin-là de sortir du réalisme? Pourquoi toi, tu le ressens? Bien, je pense que ça revient à mon enfance, où j'étais pognée à la campagne, puis j'avais rien à faire, puis que je lisais, puis je voulais m'évader. C'est clairement ça. Je pense que c'est ça. C'est de là que ça part, mon besoin d'écrire des trucs qui vont faire, qui vont soit améliorer ou soit rempirer notre société, mais qui vont nous faire vivre des émotions. En fait, c'est ça qui est l'essence chez moi, c'est vivre des émotions, puis à l'état brut. Puis je pense que le merveilleux permet justement d'embellir certains lieux, puis au contraire d'enlaidir certaines facettes de notre humanité, là. Puis toute cette frontière entre l'homme et la bête, entre la nature et l'humain, je trouve ça super intéressant à analyser à quel point des fois on est moins humain que les animaux et vice-versa. Là, on est plus animal que humain. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça que je trouve intéressant. C'est toujours ce reflet-là, ce miroir-là qui nous projette un reflet qu'on oublie. On est souvent dans le théâtre, dans notre vie en général. On vit comme une pièce de théâtre, puis on dirait que c'est ce rapport-là de se rapprocher d'animaux qui ne mentent pas. La nature ne ment pas. On dirait que ça nous remet notre réalité, ça nous projette notre réalité en plein visage. Je pense que c'est ça, c'est ce besoin d'avoir une vérité. Une espèce de fatigue du masque social, un peu, oui, clairement. que tu décris. Ouais. Comme si on avait l'impression de pouvoir être plus naturel. Tout à fait. En dehors de nos semblables. Ben oui. Tu sais, c'est se retrouver soi-même. Tu sais, dans la nature, tu n'as plus de masque. T'en as plus, là. Tu sais, tu redeviens toi-même. Puis, tu sais, si tu fuis ce moment-là, c'est clairement parce que tu n'es pas capable d'enlever ce masque-là. Fait que, tu sais, quand tu peux pas te retrouver dans la nature, seul avec toi-même, j'ai cette impression que, tu sais, il faut que tu creuses profondément, là. Faut que tu aies retrouvé ton essence intérieure, là. Je pense que c'est un peu ça que j'essaie de... Tu sais, quand je jardine, moi, la nature est là, les mauvaises herbes repoussent. Il n'y a pas de jeu à jouer. Là, on est vraiment devant nous-mêmes, devant cette nature-là qui est bien plus forte
Puis on l'oublie, cette force-là. Là. Tu parlais plus tôt du fait que tu rêvais aussi de tes textes. C'est vraiment intéressant. Puis ça nous ramène un peu à cette question-là aussi du surréalisme ou à quelque chose d'un peu surréel. Quel lien tu fais entre la création littéraire et le monde onirique, qui est quand même un peu notre première fiction, là, notre première façon de nous raconter des histoires? Ah, mais moi, c'est vraiment important. Tu sais, le rêve, je compte plus le nombre de trucs que j'ai écrits qui ont vraiment pris racine dans un rêve. Tu sais, il y a un de mes recueils de poésie... Le ciel en bloc, en fait, m'est arrivé comme ça. C'est un de mes amis auteurs qui m'a dit une phrase dans mon sommeil. Je me suis réveillée et j'ai dit « Ah, c'est le premier vers de mon prochain recueil de poésie. Merci Mathieu Simoneau. » Je lui ai dit d'ailleurs, je disais hey, « Merci, tu m'as vraiment lancé sur mon recueil. » Il était comme ah, ben merci, il n'a pas fait grand-chose. Mais c'est ça, c'est vraiment cette idée que le rêve, cet état, dans le fond, de semi-conscience, où il m'apparaît beaucoup de symboles, beaucoup de rêves. Ça m'arrive régulièrement de me lever la nuit, parce que je sais que si je ne vais pas l'écrire tout de suite, je vais complètement l'oublier. Fait que je me lève la nuit, je lève mon ordinateur, puis j'écris ce que j'ai eu dans ma tête. Puis là, des fois, je relis plus tard, mais je me dis, ouais, j'ai écrit ça, je me souviens même pas. Puis souvent, c'est vraiment un symbole brut que je vais pouvoir utiliser par la suite. Fait que tout ce monde-là de rêve, tous ces symboles-là sont vraiment importants, sont très analysés dans mon écriture. Puis je me laisse vraiment remplir aussi par ces rêves-là. Là. Vraiment... je pense que chacun de mes livres, c'est soit qu'il s'est produit quelque chose de réel en lien avec le livre par après, assez surnaturel, tu sais, comme mon bois de fer, que j'avais écrit ce livre-là, puis à la fin, la ville vient l'élaguer. Puis quand j'ai remis mon recueil de poésie à mon éditeur, 2 semaines après, la ville est venue élaguer mon beau tilleul en face de chez moi, puis j'en revenais pas. Je me dis, mais voyons donc. Mon éditrice m'a appelée, elle a dit, bon, on le prend ton livre, mais j'imagine que tu vas le retravailler un petit peu. Puis je suis comme, oui, merci. Là, j'ai repris le livre, je l'ai retravaillé. Puis, tu sais, c'est comme toutes ces synchronicités-là, des fois, qui arrivent dans l'écriture, qui sont absolument déstabilisantes, mais qui m'arrivent régulièrement dans l'écriture. Je sais pas si toi, ça t'arrive, là, Moi, je suis convaincue que la littérature précède la vie. Oh, tout à fait, c'est ça. Exactement. On est d'accord ici. Ouais, je ne sais pas si dans la salle, on est d'accord, mais c'est clair. Il y a quelque chose où on va chercher quelque chose qui existe à quelque part, là, mais ouais. Il y a quelque chose peut-être de l'air du temps qui finalement circule. Même la temporalité, moi, j'ai l'impression qu'on devance des fois. T'sais, en écrivant, on s'en va plus loin que le temps réel. Puis je me dis, ben voyons, il y a plusieurs de mes livres. Puis là, c'est pour ça que j'avais peur en écrivant Frappe à bord que la malédiction se produise puis qu'il y ait vraiment beaucoup de mouches. Il y a eu moins de mouches l'été passé, je peux vous le dire. J'étais allée à la Grosse-Île puis il n'y avait pas de frappe à bord, j'en revenais pas. Toute invasion d'insectes te sera imputée. Mais j'en ai vu, oui, c'est ça, mais j'en ai vu à l'île aux Grues. J'étais allée à l'île aux Grues vers la fin de l'été puis il y avait des nuées de fourmis rouges volantes. Là. On les voyait de très loin, d'une quarantaine de mètres, on voyait des nuées de mouches. Puis je me disais, ah, OK, ils sont là, mes mouches. Oui, les frappes à bord, c'est pas du tout menacé en ce moment, c'est plutôt proliférant. Bien, il y a très peu d'études sur les frappes à bord. Ça, c'est un point. En fait, moi, je me suis beaucoup basée sur les études sur les drosophiles, en fait, les petites mouches à fruits. Comme elles naissent vraiment rapidement, il y a un nombre incroyable d'études qui ont été faites sur ces mouches-là, sur le développement, sur les neurones dans le cerveau, comment ils fonctionnent, tout ce qui se transmet comme comportement atavique. Là, c'est vraiment intéressant. Si, mettons, on met des mouches dans un bocal, puis ils ont des enfants, on enlève le couvercle, ils vont s'être quand même transmis le fait de ne pas sortir du bocal. Ils ne sortiront jamais du bocal. Puis, tu sais, je me disais, mais c'est donc bien intéressant que nous, on a une si grande conscience et aussi peu de mémoire atavique. On se transmet plein de choses que sûrement on n'écoute pas. Je me dis, mais pourquoi on n'apprend pas de nos erreurs? Fait que c'était aussi tout ça dans le livre que je suis allée chercher, ce partage-là de mémoire qu'on ne fait pas en tant qu'humain. Et puis pourquoi? Parce qu'on a bien plus de cellules qu'une mouche à fruits. Là. Fait que, mais effectivement, il y a très peu d'études. Je reviens sur le frappe à bord, là, mais il y a très peu d'études. Fait que j'ai beaucoup extrapolé à certains moments sur le comportement du frappe à bord. J'espère que des chercheurs vont se pencher davantage sur le frappe à bord après mon livre. Mais de toute façon, c'est toujours très difficile de savoir quelque chose d'un animal avec lequel on n'est pas capable de communiquer, comme si une mouche nous voit de l'extérieur, comme dans ton livre, elle peut savoir en fait très peu de choses, au fond, sur nous.
Ces étranges bêtes sur deux pattes. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, moi, c'est vraiment de l'expérience aussi. Tu sais, à l'île aux Grues, il y a beaucoup de frappes à bar. Donc, tu sais, dans mon enfance, j'ai beaucoup de souvenirs de me sauver des frappes à bar. Puis, même dernièrement, j'étais allée à l'île aux Grues, puis on était sur les battures avec une amie sur un vélo. Puis, les frappes à bar essayaient de se faufiler dans son casque de vélo. Puis, elle avait lu mon livre, puis elle paniquait. Là, tu sais, elle arrêtait, elle enlevait le casque. Elle secouait le casque, les mouches partaient, puis là, elle remettait le casque, et les mouches revenaient toujours à l'intérieur du casque. Elle disait, mais ils sont intelligents, ces mouches-là? J'ai dit, oui. À l'île aux Grues, elles sont intelligentes. C'était drôle, pareil, tu sais, comme anecdote. Je la filmais en arrière, puis je voyais les mouches qui rentraient. Je me disais, quelle sorte de bête incroyable. Ouais. Je vois le temps filer. Mireille, peut-être une dernière question avant de me tourner vers le public. Qu'as-tu dans ta pile à lire en ce moment? Quelles sont tes lectures du moment qui t'inspirent, que tu nous recommandes? J'ai lu dernièrement La vallée de l'étrange de J.D. Kurtness. On s'en est même parlé. On s'en est parlé, oui, on s'en est parlé cette semaine. Fort intéressante, vraiment une autrice inoue, hein, je pense. C'est super. Elle a un univers vraiment intelligent, intéressant. Donc, je l'ai lu dernièrement et j'ai adoré ça. Puis ça, je te disais, j'ai lu dernièrement des livres. Je suis tombée par hasard sur Daniel Grenier. J'avais jamais lu L'année la plus longue. Quel bon livre! Je ne sais pas si vous l'avez lu, là, mais ça vaut la peine de le lire. Je ne sais pas pourquoi. Il devait être tombé pendant que j'allaitais un enfant. J'imagine, je n'avais pas le temps. Mais vraiment très, très bon. Dominique Fortier, il est sur ma pile. Je ne l'ai pas encore lu, son plus récent. Qu'est-ce que j'ai à lire? J'en ai plein à lire, mon Dieu. Ma pile, j'ai perdu le contrôle. Comme beaucoup d'entre vous. Oui, comme beaucoup d'entre nous. Comme beaucoup d'entre nous. Merci, Mireille.